avec vous un peu cette vision que nous avons côté LinkUp et aussi on échange souvent avec Patrice Duchemin que je vais présenter dans une minute et on trouvait intéressant qu'il partage aussi avec vous tous. Vous savez que nous, depuis de nombreuses années, on travaille sur tous ces sujets d'alimentation et d'alimentation durable et j'ai eu la chance de rencontrer Patrice il y a maintenant bientôt 2 ans et de l'entendre décrypter, et notamment dans le domaine alimentaire, même si tu as d'autres cordes à ton arc, mais de décrypter un peu les mouvements qui se passent et qui amènent les Français à consommer d'une certaine manière. Donc je pense que c'est ça qui va être intéressant lors de cette matinée que je vais introduire. Et ensuite, je passerai donc la parole à Isabelle Donat, qui est directrice générale associée chez LinkUp, et donc Patrice, qui est sociologue de la consommation et qui fait des interventions dans des conférences, des séminaires internes. Et vous allez voir, il a plein de choses à nous dire. Voilà, Patrice, Ah à bah, côté de c'est moi. déjà à moi. Et je suis aussi l'homme le plus bavard du monde, donc avec le webinar, au moins, on est tranquille. Si vous en avez assez, vous avez qu'à mettre un pouce. Je comprendrai bien le message. Et surtout, au bout de 20 minutes, Alors voilà. on va te couper la parole. Alors, donc, LinkUp, rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on travaille sur la création de valeur à partir de l'engagement sur les sujets du développement durable au sens large du terme. Et donc, c'est un peu cette création de valeur liée à l'engagement des entreprises et des acteurs de l'agroalimentaire, hein, aussi, bien sûr, dans le monde agricole, qui nous intéresse aujourd'hui, voire l'engagement des consommateurs dont on va parler. Alors, on est à la fois sur les sujets de consulting, puisqu'on connaît bien et on suit de manière passionnée et passionnante les évolutions qui peuvent se passer dans le domaine à la fois nutritionnel ou évidemment dans tous ces travaux sur l'agroécologie, sur les nouvelles pratiques amont. Mais on travaille également en communication pour trouver le ton juste pour justement arriver à transformer ces engagements en valeur pour les entreprises, pour les marques et pour tout leur public cible. Donc, donc à la fois consulting et communication sur les stratégies d'engagement pour en faire donc des leviers de création de valeur. Alors nos expertises, hein, rapidement, je crois que pas mal d'entre vous nous connaissent sur les sujets de stratégie de marque engagée, de communication de l'engagement. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation durable et on travaille également depuis de nombreuses années sur les nudges et les changements de comportement. Et dernier point, comme tous les cabinets de notre type, on va fêter nos 15 ans l'année prochaine et on a pris le virage de la CSRD puisque les stratégies RSE, c'est notre quotidien depuis une quinzaine d'années et la CSRD amène à passer aussi encore un nouveau cap sur les engagements des entreprises et on a une équipe qui s'est formée sur ces sujets et qui accompagne tout ce travail à la fois, j'allais dire, très, notamment c'est Isabelle qui dirige cette équipe, très précis des engagements dans la CSRD, mais en intégrant aussi toutes les spécificités liées aux chaînes qui concernent le monde agricole et évidemment alimentaire. Alors, aujourd'hui, on veut parler d'alimentation durable et puis de se dire, finalement, l'alimentation durable, de quoi parle-t-on? Puisqu'une discussion récente avec une sociologue qui travaille sur les sujets de l'alimentation, elle soulignait le fait que pour certains, l'alimentation durable, c'est l'alimentation qui dure. Donc, est-ce que ça veut dire quelque chose? Et tu nous donneras peut-être ton décryptage aussi là-dessus, Patrice. Alors, en tout cas, pour nous, cette alimentation durable, elle vient répondre à des enjeux majeurs dans notre système alimentaire. Alors, un premier enjeu, on l'oublie parfois à force de parler de sujets, bien sûr, autres, environnementaux, etc., c'est le vieillissement de la population. Donc, on a aujourd'hui plus de personnes âgées de plus de 65 ans qu'on a de jeunes de moins de 15 ans. Et on sait que dans les années à venir, on aura une population âgée qui va représenter 30%, voire un peu plus de la population française. Et puis en parallèle, hein, on a toujours ce phénomène que finalement les autorités de santé publique essaient d'enrayer et sans succès attendu, avec 43% des adultes âgés de plus de 18 ans qui sont en surpoids et 16% qui sont obèses aujourd'hui. Et donc, on voit que c'est problématique et même si on est plutôt dans un pays où on est moins touché que dans d'autres pays comme l'Angleterre, l'Irlande, l'Espagne,
ou l'Italie, mais on a une prévalence du surpoids et de l'obésité qui est importante. Et ça bouscule notre système puisque ça amène à se poser beaucoup de questions sur les impacts sur la santé. On a aussi une augmentation très frappante de la précarité alimentaire. L'observatoire qui a été lancé par la Fondation Nestlé et puis d'autres études ont corrélé ces résultats. Cette étude menée par Pascal Ebel pour l'Observatoire de la Fondation Nestlé, 37% des Français se déclarent en insécurité alimentaire selon les critères qui avaient été définis par l'ANSES en 2015. Donc, si on est sur les mêmes critères, c'est 3 fois plus qu'en 2015. Alors, ça peut paraître un chiffre un peu frappant. Qu'est-ce que c'est que cette insécurité alimentaire? Il y a pour une partie de la population, c'est tout simplement de dire je ne peux pas acheter ce que j'aimerais pouvoir acheter. Et parfois, je fais des choix alimentaires très contraints par le budget et notamment de ne pas prendre de dessert, de sauter un repas ou de faire des choix sans protéines, par exemple, au sein d'un repas. C'est vécu de cette manière-là, plutôt que de dire je vais faire un choix flexitarien, en tout cas pour les populations qui sont contraintes. Et enfin, et en parallèle, une évolution des habitudes alimentaires qui sont quand même très profondes, puisque souvent on entend que le régime sans viande en France concernerait et les régimes végétariens 5% de la population, mais il faut voir que sur la Gen Z, c'est 19% de cette jeune génération qui serait aujourd'hui et qui pratiquerait des régimes sans viande. Donc un chiffre, je pense, assez spectaculaire par rapport aux moyennes, hein, puisque nos études nous donnent toujours des moyennes, elles sont à la fois intéressantes, mais il ne faut pas que cette moyenne puisse couvrir un mouvement de fond de ce flexitarisme ou de ce végétarisme qui se développe et qui est important, même si ensuite ils peuvent, en vieillissant, faire évoluer leur comportement. Et 46% des Européens déclarent avoir déjà réduit leur consommation de viande de manière significative et près de 40% disent avoir l'intention d'en consommer moins dans un avenir proche. Donc, on voit que ces notions, alors sont-elles liées à la santé, sont-elles liées à l'environnement, et c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui, mais sont en train d'avoir un impact sur les choix alimentaires et notamment ce flexitarisme des Européens. Alors, toujours les données de Pascal Ebel qui les a présentées très récemment hein, donc chez Seaways avec qui nous travaillons fréquemment. La santé aujourd'hui, et c'est ça qui est assez surprenant et finalement nous ça nous a moins surpris parce qu'on travaille beaucoup sur ces sujets, mais c'est vrai qu'on avait un peu oublié la santé en disant finalement l'environnement c'est quelque chose qui monte énormément dans les préoccupations et puis bien sûr l'inflation était vraiment au cœur des préoccupations de ces 2 dernières années. Et donc là, dans son dernier observatoire, le Trend Checker, qui est beaucoup plus complet que juste ce chiffre, Pascal a montré que la santé était en train de remonter fortement dans les préoccupations des Français, qui devient plus prioritaire devant l'inflation et devant bien d'autres sujets de préoccupation pour les Français. Donc cette santé qui, après la période du Covid, et on va voir en quoi ça touche l'alimentaire, redevient quelque chose de très central pour les Français. Et on le voit avec cette forte augmentation versus les années 21, 22 et 23. Toujours en introduction, et vous le savez sans doute, vous qui travaillez dans les domaines alimentaires pour la plupart d'entre vous, eh bien, on a en France une défiance beaucoup plus forte que dans d'autres pays liée à les peurs alimentaires. Donc, le fait et autour de l'affirmation de nos jours, les produits alimentaires sont remplis de substances nocives, on voit que la France, juste derrière Chypre, mais qui est un tout petit pays, la France, grand pays avec une population nombreuse, 63% des Français auraient le sentiment d'avoir une alimentation qui serait remplie de ces substances nocives. Et Yucca, qui était un véritable phénomène déjà depuis plusieurs années, reste très utilisé, encore par sans doute pas tous ceux qui ont chargé l'application sur leur smartphone, mais reste très utilisé pour avoir des informations sur les produits et globalement une information rendue plus accessible, que ce soit par Yuka, les associations de consommateurs aussi qui ont mis en place ce même type d'application et qui amène les gens à avoir des peurs alimentaires, des stress alimentaires et notamment vis-à-vis des produits qui leur sont proposés, que ce soit des produits bruts et notamment des études sur fruits, légumes et pesticides ou que ce soit des produits qui ont été transformés par les industriels de l'agroalimentaire.
Alors, pour finir cette introduction, le mangeur, et pour ma part, je travaille depuis très longtemps sur les sujets de la nutrition et de l'alimentation. On a bien eu ces années un peu de nutrition fonctionnelle dans les années 2000 avec ces allégations nutritionnelles de santé qui se sont interrompues avec le nouveau cadre d'allégations nutritionnelles, mais on était un peu dans cette approche plus fonctionnelle de l'alimentation qui n'a jamais non plus complètement pris chez les Français qui sont protégés, nous disent les acteurs de la santé publique, par leur rapport plus aussi de plaisir à l'alimentation. Dans les années 2010, on a vu monter très très fortement la naturalité avec le clean labeling, les notions de fraîcheur, de superfood et bien sûr les produits bio, et avec un peu ce frein sur les produits bio très lié à l'inflation là, de ces toutes dernières années. Et enfin, 2018-2019, cette tendance un peu au food bashing qui continue un peu sur la lancée et avec dans le déclaratif le rejet des produits dits ultra transformés, hein, donc je mets bien des guillemets sur ce terme qui couvre de très grandes réalités, mais quelque part vient être un terme un peu chapeau pour venir montrer en quoi les gens finalement ont peur d'une forme de transformation et le retour au fait maison. Et aujourd'hui, pour nous, on est en train de basculer sur ce mouvement d'une alimentation durable. Et qu'est-ce que c'est que l'alimentation durable? C'est à la fois prendre en compte les enjeux santé et les enjeux d'impact environnementaux, et notamment autour d'un consommateur qui, lui, va rechercher du bon, du sain et du compréhensible, surtout, puisqu'on va le voir, de notre point de vue, avoir un consommateur qui est rassuré sur les produits et que ce soit sur la formulation ou les process, c'est un consommateur à qui on va venir expliquer comment on a préparé ce produit, peut-être pour lui, si c'est un produit transformé, ou comment on a fait pousser les ingrédients qu'il va utiliser pour cuisiner chez lui. Donc, c'est pour nous le début d'une période qu'on appelle de plus en plus, et nous en sommes très convaincus chez LinkUp, cette période du One Health. Alors évidemment, ce n'est pas comme ça que les consommateurs vont l'expliquer, mais le tout est lié. Il y a quelques années, on disait le consommateur, finalement, il a ce qu'il met à l'intérieur de lui, ce qu'il va mettre sur sa peau et ce qui va se passer autour. Et tout est lié, puisque ce One Health, c'est vraiment avoir cette seule santé, une santé qui dit finalement, on a à la fois la santé des humains, la santé des animaux, la santé aussi du microbiome, hein, dont on parle de plus en plus dans la terre, la santé des sols et la santé de l'environnement. Tout est lié pour permettre cette santé, et cette santé synonyme aussi de développement harmonieux, de bien-être, mais le fait que tous les enjeux sont liés, et notamment aussi cette santé de l'environnement très liée aux enjeux climatiques et aux enjeux de la pollution de manière globale. Donc ce One Health, c'est vraiment cette seule santé, la manière dont finalement les gens, sans l'appeler de cette manière-là, vont décrypter aussi les informations qui leur sont soumises. Et ce One Health, il prend sa racine, quand on parle d'alimentaire, tout au long de la chaîne de valeur, avec à la fois l'envie pour le consommateur de mieux comprendre comment et d'où viennent les ingrédients, ce qui est trop peu souvent euh, pas raconté, parce que parfois on a des ingrédients qui ne viennent pas de France et on le met en avant quand les ingrédients viennent de France, mais quand ce n'est pas le cas, finalement, on ne le raconte pas, alors que finalement, ce que le consommateur a vraiment besoin de savoir, c'est de sentir qu'il y a cette maîtrise sur l'amont agricole et la maîtrise des ingrédients. La transformation, un process maîtrisé qui va apporter de la valeur et créer de la valeur et non pas dégrader. Et donc là aussi, avec en général peu d'informations qui sont partagées sur cette transformation. Le fait, dans la consommation, d'avoir le sentiment, et ça concerne à la fois le produit, le packaging, l'impact sur la santé, l'impact nutritionnel, qui ne veut pas dire un impact diététique, mais un produit sain, donc pour avoir des choix qui soient à la fois bons pour moi et bons pour la planète, et ça n'exclut en aucune manière les produits gourmands, mais ça amène à pouvoir être en connaissance de cause, en maîtrise, et puis la fin de vie des produits avec cet impact plus limité possible, que ce soit en termes de
gaspillage ou que ce soit en termes de packaging. Donc on a vraiment quelque chose et toute une chaîne de valeur cohérente qui peut vraiment être utilisée pour justement sortir de cette perception un peu binaire d'une alimentation soit d'un côté brute qui serait et que l'on cuisine, et en rappelant que seuls 50% des Français déclarent aimer cuisiner, donc un Français sur deux, et ça c'est quelque chose d'une moyenne, et on nous le rappelait hier à un comité scientifique, 30 minutes c'est une étude qui a été menée par Nestlé France récemment, 30 minutes mais qui se voit dans d'autres baromètres, 30 minutes de préparation depuis le choix des ingrédients en passant par la cuisson. Donc voilà, cette ultra transformation par opposition au brut, c'est quelque chose qui s'installe, et qui s'installe d'autant plus qu'on ne vient pas finalement, ou trop peu, révéler la valeur créée dans la chaîne de production tout au long de la conception, et évidemment également pour les ingrédients bruts. Alors ça, c'est le décryptage vraiment de consulting que nous faisons chez LinkUp avec une vision un peu marketing, mais je vais laisser la parole à Patrice, qui lui, vous allez voir de manière, je pense, différente, mais va vous donner un peu une idée de sa perception de où en sont les Français sur leur alimentation durable. Alors, bonjour à tous, si ce n'est pas déjà c'est déjà pas été encore été fait. Hem, En fait, quand Sandrine et Isabelle m'ont demandé d'intervenir sur les tendances de consommation, mon premier réflexe a été, et de façon générale, c'est toujours le même, c'était de ne pas raconter ce que racontent les autres, parce que sinon on n'avait pas besoin, de nous. Et donc, je vais partager avec vous, ce que je pourrais appeler pompeusement une vision de la consommation, en fait, simplement une analyse, ou en tout cas un point de vue sur la consommation. Et surtout, ce que je voulais absolument, raconter ce matin, c'est cette histoire de tendance de consommation qui parfois nous rend prisonniers de nos propres mots. C'est-à-dire que si on commence à raconter les tendances de consommation, on va forcément, et je pense que certains d'entre vous peut-être attendent ça ce matin, mais c'est pas du tout ma manière d'envisager les choses. C'est, on va dire, oui, le consommateur est plus empreint d'éthique, il est plus sensible à l'environnement, il est plus sensible à la santé, comme vient de le dire Sandrine, ou bien pour ceux qui sont plus dans l'actualité économique, ils vont parler du pouvoir d'achat, des Français qui sont sous tension, des Français qui deviennent des chasseurs de primes, des chasseurs de bonnes affaires, enfin les fameux achats malins, les bons plans, et patati et patata. Et en fait, tout ça, je pense qu'il suffit de lire la presse à peine spécialisée pour les connaître. Et en fait, plutôt que de lister des tendances avec, et pire encore, je le dis parce que moi je fais partie du comité anti-chiffres, donc je suis pour le 100% intuitif et le 100% qualitatif, on pourra en discuter. Donc, et surtout le 100% observation, et je rajouterais même, puisque je fais ça depuis 30 ans, l'observation de la vie au quotidien, et même encore de l'observation, toujours plus, l'observation des choses totalement anecdotiques, parce que je crois beaucoup au pouvoir de prédiction de l'anecdote. Je pourrais développer plus tard. En tout cas, le point commun de toutes ces tendances qu'on peut aligner et qu'on va trouver partout, eh bien, c'est que la consommation est remise en cause. Moi, c'est ça que je retiens. C'est-à-dire, c'est pas de savoir s'ils sont plus écolos, plus sensibles à la santé, ou plus sensibles à leur pouvoir d'achat. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, la consommation, elle est remise en cause. Et donc, quand on est dans le marketing, quand on est même observateur du marketing comme moi, on se dit, tiens, il se passe un truc, c'est que la consommation est remise en cause. Ça veut dire quoi? Déjà, ça veut dire, et c'est quand même le truc le plus positif, c'est qu'en fait, si elle est remise en cause, c'est qu'on compte encore sur elle. C'est-à-dire que je n'ai pas connu mes 68, mais j'ai beaucoup lu sur mes 68. Mes parents n'étaient pas 68 ans non plus, donc je je l'ai vécu de façon très proche. Mais en tout cas, si on regarde parce que, les documentaires, etc., qui étaient en 68, eh bien, on était contre la consommation. Donc, on n'était pas en attente d'une autre consommation. On était plutôt en train de chasser la consommation. C'était considéré comme le diable. Et donc, et encore, beaucoup d'hommes politiques, plutôt à gauche d'ailleurs, sont toujours à condamner la consommation qui serait la source de tous nos malheurs. En fait, moi, quand je regarde les tendances, donc que je viens d'évoquer sans vouloir les évoquer, eh bien, quand je les regarde, eh bien, je me dis, la picture, enfin, le tableau n'est pas aussi pessimiste que ça, parce que si on remet en cause la consommation,
consommation, c'est qu'on compte encore sur elle. Ça, c'est le premier point, donc c'est plutôt positif. Et la question, c'est quels sont les nouveaux défis de la consommation? Et c'est ça un peu que je vais évoquer avec vous ce matin. Mais en même temps, parce que moi j'adore l'histoire, je trouve qu'on ne peut pas comprendre le présent sans comprendre le passé, hein, c'est un peu un truisme, eh bien, on se dit, mais la consommation, elle a toujours été remise en cause. Alors, je parle de 68, on va dire que c'est le point zéro, parce que c'était 20 ans après la libération, donc forcément, c'était une génération qui voulait plus consommer comme ses parents, ok. Mais en fait, si on regarde, eh bien, en 74, avec la crise du pétrole, Kippour, etc., Giscard, après, il y a eu la guerre du Golfe, et puis après, il y a eu, bien sûr, la crise du Covid. En fait, si on regarde bien la consommation de façon calme et en tout cas le moins engagée possible, la consommation, c'est tout le temps remis en cause. Donc, mais parce que la consommation, c'est agité. La consommation, si je veux faire une image un peu comme ça, facile, enfin pas forcément facile, mais la consommation, pour moi, c'est une mer, MER. C'est-à-dire que la consommation est forcément agitée et nous, les consommateurs, nous sommes des petits rafios, nous essayons de rester en prise avec, pour ceux qui font de la voile, pour ceux qui font de la barque, etc., ou qui rament, eh bien, en fait, on essaie de rester à flot, mais en fait, la consommation, c'est une mer déchaînée. Et en fait, je trouve intéressant de se dire que cette fois-ci, pour une fois, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, pour rester dans une image aquatique, mais on va se dire, qu'est-ce qu'on peut faire de la consommation? Et donc, quels sont les nouveaux défis de la consommation? Parce que pour une fois, il va s'agir d'adapter la consommation à nos attentes. Ça, c'est donc le premier point. Le premier point, c'est que, qu'on va résumer avec deux mots, pas plus, je vous promets, c'est consommer autrement. On entend tout le temps cette phrase, vous êtes sur BFM, vous lisez même Que Choisir, vous lisez Paris Match, il n'y a pas une page dans laquelle on ne vous dit pas qu'il faut consommer autrement. C'est la nouvelle injonction, c'est-à-dire on vous dit pas partez en Lozère faire du fromage de chèvre comme en 68, on vous dit restez où vous êtes, mais consommez autrement. Et d'ailleurs, quand Sandrine parlait des végétariens, du flexitariat, etc., on voit très bien, ce ne sont pas des gens qui ont renoncé au plaisir, ce n'est pas des gens qui ont renoncé à la consommation. Et ce que je dis est aussi valable pour les gens qui sont économiquement tendus, économiquement faibles. Ils n'ont pas renoncé à la consommation, bien au contraire, d'où le succès de Action, etc., de tout le low cost. C'est qu'en fait, ils n'ont pas renoncé à la consommation, ils ont décidé de travailler, d'envisager autrement la consommation. Alors, quand on dit consommer autrement, qu'est-ce que ça veut dire? Consommer autrement, deux idées importantes, hein, je suis un peu professoral ce matin, pardonnez-moi, consommer, c'est ma nature. Consommer autrement, pour moi, c'est agir sur le monde. Donc, ça veut dire que la consommation va me permettre d'agir sur le monde. Effectivement, si je mange moins de viande, j'agis sur le monde, c'est une évidence. Si je roule dans une voiture électrique, j'agis sur le monde. Si je fais du tri, j'agis sur le monde. Donc, et c'est ça qui me paraît super intéressant et super nouveau et assez peu entendu, en tout cas, voilà, je le dis sans vouloir me flatter, c'est que, c'est qu'en fait, la consommation produit la solution à ces problèmes. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi je vais parler de façon un peu pompeuse de consommation régénérative, c'est-à-dire que la consommation n'est pas synonyme de destruction, mais au contraire de régénérescence. C'est-à-dire que c'est sans doute pour la première fois, la consommation produit, un peu comme une logique de mithridatisation, où on soigne le poison par le poison, la consommation va être à l'origine de nouveaux comportements. Donc en fait, si on veut penser à la nature, penser aux autres, penser à l'environnement, penser à toute la dimension éthique, il ne s'agit pas, comme on aurait pu le faire à une époque, de renoncer à la consommation, mais de demander à la consommation d'apporter ses propres solutions. Et en fait, cette idée de consommation régénérative, qui donc, dans d'autres mots, la consommation est au cœur du changement, voilà, donc c'est le pouvoir à la consommation, c'est-à-dire moi je suis évidemment, vous l'aurez compris, anti-conso-bashing, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de bâcher la consommation en permanence, c'est-à-dire comme on l'entend encore beaucoup, hein, mais plutôt de se dire la consommation est notre ami, et notre consommation est notre allié, et la consommation va nous aider à nous en sortir. La consommation est à l'origine du changement. Alors, on pourrait se dire, oui, c'est encore des élucubrations de bobos, des trucs de parisiens, patati patata. En fait, pas tant que ça. Alors, peut-être, d'abord, le bobo n'a pas toujours tort, mais en fait, bobo est toujours annonciateur de quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, et Sandrine vient très bien d'illustrer, c'est qui porte cette idée de la consommation régénérative. Ce sont les Gen Z et les millénials, c'est-à-dire autrement dit, ceux qu'on appelait dans le monde d'avant, et les jeunes. Donc, c'est pas surprenant, si on réfléchit ne serait-ce que 30 secondes, que cette idée de consommation régénérative soit associée à la Gen Z et aux millennials. Pourquoi? Parce que nous avons, pour la première fois dans l'histoire, je reviens sur l'histoire toujours importante, quand pour la première fois dans l'histoire, on a une génération qui
Les jeunes ont toujours voulu le changement. On a je peux vous souvenir de mai 68, donc, parce que je viens de l'évoquer. Mais en fait, aujourd'hui, le jeune, il veut changer le monde. Mais la grande différence avec ses grands-parents qui avaient fait ce mai 68, c'est qu'il a les moyens de le changer. C'est-à-dire, et ces moyens, ça s'appelle, c'est pas une surprise, les réseaux sociaux, ça s'appelle les influences, ça s'appelle tout ce qui est aujourd'hui autour du digital. Donc, on a aujourd'hui une génération, appelons, on va se contenter de la Gen Z, qui est habitée par l'idée qu'ils vont inventer leur propre monde. Ils inventent leur propre monde par la manière de s'habiller, leur propre monde parce qu'ils brouillent les identités, les MeToo, donc remettent les règles, enfin les règles entre guillemets qui étaient installées. Ils modifient avec les LGTB+, ils modifient les identités, on réinvente les genres, on réinvente la manière de s'habiller, on réinvente la manière d'envisager même le monde du travail, etc., avec le télétravail, mais pas seulement. Donc partout, chez les Gen Z et les millennials, il y a cette idée de changer le monde. Donc en fait, il n'est pas surprenant que dans ce cadre-là, la consommation on demande à la consommation, que les Gen Z demandent à la consommation de modifier le monde. Donc en fait, aujourd'hui, la consommation, on voit très bien, c'est un agent du changement, porté par des agents du changement qu'on appelle les Gen Z, etc. Donc, et alors si je voulais faire l'intellectuel, on pourrait parler d'une forme d'agentivité de la consommation. Qu'est-ce que c'est que l'agentivité? C'est un mot un peu pompeux qui signifie la capacité à agir sur le monde, à modifier les êtres et à les transformer. Et en fait, c'est absolument incroyable si on prend 30 secondes pour réfléchir, c'est que la consommation, non seulement peut changer le monde, mais la consommation peut changer les gens. C'est-à-dire que quand, par exemple, je rentre dans une grande surface avec des ampoules à jeter ou des bouteilles, etc., à jeter, et que je me retrouve devant des bacs, eh bien, je consomme, et en même temps, c'est la consommation qui me transforme, parce que c'est parce qu'il y a des bacs de recyclage que je prends conscience de la nécessité de le recyclage. Donc, la consommation a sa propre agentivité dans la mesure où elle me modifie ma manière de penser. Et quand on parle des produits transformés, d'alimentaire, comme vient de le dire Sandrine, quand on parle des origines, quand on parle des protéines, etc., moi, moi j'ai plus de 50 ans, ça doit se voir, eh bien, quand j'étais enfant, personne ne parlait de protéines. Aujourd'hui, vous n'avez pas un ado autour de vous qui n'est pas obsédé par les protéines. D'ailleurs, je lisais la semaine dernière que nous avons battu nos records de consommation d'œufs. Donc, l'œuf pouvant être vu comme la protéine du pauvre, mais aussi comme une forme de conscientisation de la protéine. Donc, en fait, le poulet et les œufs, ce qui va souvent ensemble, sont aujourd'hui plutôt gagnants. Donc, on ne va pas faire trop de digressions parce que le temps est limité et après, je vais dépasser du temps qui m'est donné. Alors, je résume, je rembobine parce que on est pour l'instant dans l'introduction, donc c'est une plaisanterie. Donc, donc, quand je dis consommer autrement, ça veut dire agir sur le monde. Mais une fois qu'on a dit consommer autrement, deuxième pôle qui me paraît encore plus intéressant que de dire que on va agir sur le monde par la consommation, consommer autrement, enfin, on peut aussi faire de l'analyse philosophique. Consommer autrement, pour moi, je le dis, hein, consommer autrement, c'est attendre autre chose de la consommation. Voilà. Si vous posez l'équation comme ça, plutôt que d'écrire toujours consommer autrement, il faut consommer autrement, faire autrement, parce que si tu restes comme tu étais avant, tu es mort. Si vous restez comme ça, effectivement, ça va mal se passer pour vous. Par contre, si vous commencez à poser l'équation consommer autrement, c'est attendre autre chose de la consommation, vous avez dans votre équation la solution de votre équation, comme disent les profs de maths. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on attend de la consommation? Alors évidemment, je ne vais pas vous la faire. On attend la consommation, ça fait belle lurette que ce n'est pas un échange marchand. La consommation, ça fait belle lurette que c'est pas je te donne un produit, je te donne de l'argent. Donc on est plutôt dans le symbolique. Et donc ça m'intéresse énormément le symbolique parce que finalement c'est ce qui nous reste. Comme on a tout et qu'on a plus de 50 ans de société de consommation, quand je dis plus de 50 ans, c'est bientôt 100 ans. Si on considère que la société de consommation a démarré en 1950, eh bien vous voyez bien qu'on est à 60, 80 ans, 75 ans de consommation, on a quelques habitudes. Mais en fait, attendre autre chose, ça veut dire attendre du symbolique. Ça veut dire attendre des images. Ça veut dire attendre de la gratification. Donc du retour, ça c'est très intéressant. On parle beaucoup du retour sur investissement, mais moi je préfère parler du retour sur information, toujours le ROI. On attend du storytelling. Hein. Tout à l'heure, Sandrine parlait des produits transformés. Quel est le storytelling des produits transformés? Parce qu'une fois qu'on a dit que c'était le diable et que toutes les causes de nos cancers sont dans les produits transformés, on n'a rien dit. Il vaut mieux essayer d'expliquer ce qu'il y a dans les produits transformés, ça ferait moins peur. On attend de l'engagement, on attend du narratif. Donc en fait, on attend, je vais prononcer le mot parce que c'est le mot qui va ensuite animer ce second développement, on attend des imaginaires. Et en fait, aujourd'hui,
Alors, on peut aborder les tendances en listant les tendances de consommation comme je l'ai fait au début, mais on peut aussi se demander ce que c'est que la consommation, le rapprochement, ce que produit le rapprochement de la consommation et des imaginaires. Et en fait, c'est ça, moi, qui me paraît intéressant, c'est de se dire aujourd'hui, l'enjeu de la consommation, c'est pas de savoir s'il faut séduire le mec qui est animé par l'éthique ou celle qui est végane ou l'inversement, etc. C'est quel est l'imaginaire que nous allons associer à la consommation. Autrement dit, la consommation, une surface et nous allons plaquer dessus des imaginaires. Et les imaginaires, c'est pas la communication publicitaire. Les imaginaires, c'est pas des images. Les images, elles sont devant vous, elles sont extérieures à vous. Les imaginaires, ils sont en vous. C'est ça qui me paraît intéressant. On pourrait le dire, que la consommation aujourd'hui est intégrée. Et d'ailleurs, quand on parle de protéines, quand on parle d'économie, quand on parle de durable, quand on parle de recyclable, etc., c'est une manière, on a intégré notre manière des problématiques de consommation puisqu'elles sont devenues des sujets de conversation et aussi des sources de comportement et d'attitude. Donc, en fait, une fois que j'ai annoncé tout ça, je vais vous proposer 4 imaginaires, pas plus, et après je me tairai. Enfin, après, je serai ravi de vous entendre. Et donc, 4 imaginaires qui me paraissent importants aujourd'hui, qui sont en fait, tout à l'heure, j'ai parlé des nouveaux défis de la consommation, les 4 imaginaires de la consommation qui me paraissent qui sont comme autant de défis pour les marques que vous devez animer. Le premier imaginaire, c'est l'imaginaire du je nous. Alors, pas le genou hein, qui vous porte, encore qu'il y ait beaucoup de choses à dire, mais le genou, le jeu et le nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais quelque chose, ça a un effet sur le nous, c'est-à-dire le collectif. C'est expliquer à un consommateur le lien qu'il y a entre ce qu'il fait et le nous. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est pas nouveau, etc. Effectivement, c'est pas nouveau. Mais ce qui est intéressant, c'est jamais de se dire, c'est pas nouveau, c'est de se dire, en quoi, dans ce qui n'est pas nouveau, s'il n'y a pas quelque chose de nouveau. Eh bien oui, il y a quelque chose de nouveau dans ce qui n'est pas nouveau. Paradoxe. Il y a deux choses qui me paraissent fondamentales dans la logique du genou, parce qu'effectivement, la logique du genou, c'est par exemple, j'achète un produit, eh bien, il y a de l'argent qui est versé, ramdam social, par exemple, pour prendre des exemples, il y a un peu d'argent qui est versé à des assos, je vais au café joyeux, je prends un café, ça bénéficie à des personnes en difficulté, etc. Les exemples, vous les avez comme moi. Ce qui me paraît intéressant, parce que le temps est limité, je vais faire court et bref et pédagogique, dans le genou, pour moi, les deux nouveautés sont la première, le communautaire, parce que le communautaire, il est né des réseaux sociaux et qu'aujourd'hui, on a sur le marché des gamins et des gamines, je le dis comme ça, parce que j'ai plus de 50 ans, qui ont vingtaine d'années et qui sont nés avec les réseaux sociaux. Et donc, pour eux, le communautarisme, c'est pas le communautarisme religieux. Le communautarisme, c'est leurs potes, leur communauté, les influenceurs, tous les gens avec qui ils partagent des trucs sur les réseaux sociaux. Donc, le genou, c'est pas simplement dans un côté un peu catho bien pensant, je fais quelque chose pour les autres parce que j'ai mauvaise conscience, patati patata. Il y a la dimension communautaire qui me paraît vraiment un enjeu fondamental et encore plus fondamental, la dimension intergénérationnelle. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe depuis 2-3 ans, c'est que nous avons beaucoup de marques, et d'ailleurs, regardez les opérateurs, les opérateurs de téléphone, aujourd'hui, ils ne sont que dans les propositions familiales. C'est-à-dire qu'on va choper le grand-père qui a 60 ans, le père qui a 40 ans, les enfants qui ont une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, on a une occasion incroyable de partage pour les marques qui fait que le grand-père n'est pas exclu, il n'a pas été exfiltré du système parce qu'il a 60 ans, il a encore tout son appétit de vivre et toutes ses références et puis il peut aider aussi les plus jeunes. Et en fait, aujourd'hui, des marques qui gagnent, je pense particulièrement à Kawaii par exemple, vous avez 3 manières de vivre le Kawaii et pourtant tout le monde porte le même vêtement. Il y a quelques années, faites porter un Kawaii à un jeune, c'était déjà un défi. Donc, l'intergénérationnel, c'est une grande opportunité parce que chaque génération va apporter sa valeur à l'ouvrage, c'est-à-dire que les uns parleront de souvenirs de qualité, les autres parleront de plaisir instantané, etc. Donc, dans le genou, je propose de ripolliner, je ne sais pas si Ripollin, c'était une vieille marque de peinture dans le monde d'avant, je propose de ripolliner le genou avec ces deux couleurs nouvelles qui sont l'intergénérationnel et le communautaire. Le deuxième imaginaire, j'ai dit que je faisais vite, hein, mais après on pourra en discuter. Le deuxième imaginaire, il faut se méfier des gens qui disent ça. Le deuxième imaginaire, c'est l'imaginaire du temps. Alors ça aussi, c'est un point très important, un autre rapport au temps. Alors donc, c'est installer un imaginaire de ralentissement. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas nouveau, etc. Effectivement, c'est pas nouveau, parce que la consommation, la slow consommation, on l'a beaucoup plus lu dans Madame Figaro que chez Leclerc, hein. Donc la consommation lente, etc., donner du temps au temps, c'est OK. Mais là, ce qui me paraît, il y a des choses plus intéressantes sur le rapport au temps, c'est par exemple, euh, moins laver.
moins utilisé. Je parle des vêtements là, par exemple. Donc aujourd'hui, quelle est la marque de vêtements qui suggère de moins laver? C'est-à-dire pourquoi laver systématiquement un jean, par exemple, tous les mois ou tous les 15 jours, parfois plus, alors que certaines marques, quelques encore rares, vous disent qu'il faut le garder le plus longtemps sale, etc. Donc la question, par exemple, de moins utiliser de produits pour respecter l'environnement. Ça, c'est une des dimensions du ralentissement. C'est pas simplement le ralentissement, genre la slow consommation. Le ralentissement, le ralentissement, ça peut être aussi privilégier la question de la transmission et des origines. Donc, c'est la seconde main. La seconde main, moi, ce qui me paraît intéressant dans la seconde main, c'est pas de dire oui, les gens achètent vintage parce que c'est sympa, que c'est moins cher, donc c'est bon pour le pouvoir d'achat et pour la planète. Ce qui me paraît intéressant, c'est que quand vous discutez avec des jeunes qui vont dans le vintage, mais pas que des jeunes, hein, quand ils vont dans le vintage, en fait, vous vous rendez compte qu'ils accordent une plus grande attention à la matière. C'est-à-dire que c'est un paradoxe. C'est-à-dire que quand vous achetez un produit neuf, vous n'êtes pas aussi sensible que ça des origines, des qualités, de la qualité de construction du vêtement, pour prendre le vêtement, mais ça peut être aussi valable pour une télévision, pour une chaîne hi-fi ou pour l'électronique. En fait, quand vous commencez à regarder des produits du monde d'avant, le vintage, vous vous rendez compte que les gens accordent plus d'importance à la manière dont est fait le produit. C'est quand même assez inattendu comme résultat, enfin, je sais ça assez intuitivement. C'est-à-dire que les formes, par exemple, la question de la forme, elle ne se pose pas quand vous achetez du neuf, elle se pose quand vous achetez du vintage. La question de la matière, c'est la même idée. Et aujourd'hui, regardez même quand il y a beaucoup de papiers sur le vintage du luxe, bien sûr, les montres, etc. Beaucoup de gens vous disent, ah oui, mais une vieille montre, c'est de meilleure qualité qu'une montre neuve. Donc, c'est pas de meilleure qualité dans l'absolu, c'est parce qu'en fait, les ingrédients, les matériaux sont pas les mêmes. Donc ça, c'est un chemin pour informer sur le comment on produit. Donc, le rapport au temps, c'est pas simplement le slow, c'est pas simplement la question de consommer plus lentement, c'est la question des origines, c'est la question de la transmission, c'est aussi la question des gestes et donc la qualité du geste, mettre en scène le geste. Alors, on le fait beaucoup dans le luxe. Moi, je fais beaucoup de benchmark parce que je pense qu'elle est là, la vérité marketing. Aujourd'hui, vous avez toutes les boîtes de luxe, comme VMH, etc., qui rament parce que parce qu'ils, comment dirais-je, ils essayent de mettre de la valeur dans leurs produits. Et bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en scène le geste. C'est-à-dire, regardez pendant l'ouverture des JO, quand il y avait le bref passage à la Samaritaine et chez Louis Vuitton, la caméra mettait le gros plan, faisait gros plan sur le geste de la couturière qui cousait un sac Vuitton. Donc, vous voyez, la question du geste, c'est la question du passé. C'est-à-dire, comment donner du présent à son passé. Voilà le rapport au temps. Alors, si je prends quelques exemples, ben, vous avez les boulangeries qui vendent le pain de la veille, mais un concept extrêmement intéressant qui s'appelle le pain du lendemain. Vous avez nous anti-gaspi, etc. Vous avez même pour le geste, vous avez des marchands de thé, par exemple, quand je pense à Palais des Thés, qui depuis quelque temps ont proposé des thés sommeliers. Donc, c'est un mot inventé. Donc, mais ça permet de mettre en scène le geste. Vous avez ça aussi beaucoup dans le chocolat. J'ai beaucoup d'exemples. Donc, premier imaginaire du jeu nous, avec une couleur intergénérationnelle et communautaire. Deuxième imaginaire, le rapport au temps. Troisième imaginaire, le rapport aux quantités. Alors le rapport aux quantités, on l'a beaucoup vu parce qu'on a parlé de shrinkflation, mais comme par hasard, est-ce que c'était un hasard? Est-ce que le hasard, c'est que la shrinkflation, ça a été dénoncé à juste titre, mais en même temps, il y a une vertu dans le shrinkflation, comme l'a dit Sandrine, quand face à l'obésité, la shrinkflation peut être une solution. Quand j'ai dit que la consommation portait les solutions à nos problèmes, en voilà un très bon exemple. C'est plutôt que de diaboliser la shrinkflation. Évidemment, quand c'est un mensonge de la part d'une marque, c'est à diaboliser, mais ça peut être aussi l'occasion de proposer des produits qui ont moins de quantité, qui peut être bon aussi et qui peuvent être une bonne manière de favoriser la santé. Donc la question des quantités, la question des quantités, tout à l'heure j'ai évoqué dans la lenteur, mais c'est aussi dans le temps, mais c'est aussi valable pour les quantités, moins laver, ben, c'est aussi un autre rapport aux quantités, c'est que les vêtements, les objets, moins utiliser les objets, ça permet de les conserver plus longtemps, donc quelque chose de quantité. Et moi, ce qui me paraît intéressant, on parlait tout à l'heure des défis de la consommation, quand je parlais des défis de la consommation, c'est qu'en fait, il faut donner au consommateur de l'information, c'est-à-dire qu'il faut lui donner des tableaux, des scores, des limites, des récompenses éventuellement, parce qu'on ne peut pas simplement dire au consommateur vous allez moins consommer, sans lui donner un retour, un feedback d'information sur justement les effets de ce qu'il produit. Donc, je trouve qu'il faut, pour inciter les gens à moins consommer, donc dans un rapport plus light aux quantités, eh bien donner en retour des éléments d'information.
Ça me paraît intéressant. Si je fais le benchmark avec le textile, eh bien, vous avez, par exemple, des phénomènes maintenant qu'on connaît bien dans le textile, qu'on appelle les essentiels, les parfaits, les basiques, qui, pour moi, sont des manières de ralentir la quantité consommée. Parce que quand vous avez un pull parfait, pour prendre un exemple que tout le monde connaît, eh bien, quand vous avez un pull parfait, vous êtes moins tenté d'en acheter un second, parce que par définition, il est parfait. Voilà, je sais que le temps passe. Et donc, la quatrième imaginaire, j'avais proposé quatre imaginaires. Le quatrième imaginaire, ça me paraît aussi très important, c'est l'image de soi. Alors l'image de soi, je trouve qu'elle est assez mal servie dans la consommation, parce qu'elle est servie dans le luxe, mais en dehors du luxe, elle n'est pas trop bien servie. Et l'image de soi, c'est faire qu'à travers ma consommation, j'ai une autre image de moi-même. Alors je vais prendre une analogie qui me paraît très pertinente et qui a mis vraiment sur le devant de la scène Inoxtag. Il faut vraiment faire feu de tout bois. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'enjeu, contrairement à ce qu'on entend dans le monde du coaching et de l'entreprise, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre. Ça, c'était une promesse qui, à mon avis, est un peu dépassée. Tous ces coachs qui vous promettent de devenir quelqu'un d'autre, de changer de vie, etc. Je vous la fais courte. Aujourd'hui, pour moi, les consommateurs, ils attendent une V2 d'eux-mêmes, c'est-à-dire en fait une deuxième version de soi-même. Quand on pose cette équation sur le papier, comment peut-on atteindre une V2 de soi-même? C'est pas du tout le même enjeu que de devenir un autre, parce qu'en fait, V2 de vous-même, vous restez vous-même, mais vous avez fait quelque chose qui va renvoyer à votre ego quelque chose de positif. Et donc là, cette idée d'être un meilleur soi, le meilleur soi, ça peut être pour soi-même, mais ça peut être aussi dans l'échange avec vos pairs, parce que tout à l'heure, j'ai parlé des réseaux sociaux, mais en fait, et puis leur dimension à créer de la communauté. Ici, vous avez dans la communauté un rapport horizontal qui s'installe entre les individus. Et donc, votre image, elle est d'autant plus importante que vous êtes dans un rapport horizontal avec vos potes, avec votre communauté. Si dans un rapport vertical, que le mec qui soit en haut de la pyramide, il a une bonne image de lui, à la limite, vous, ça ne veut pas grand-chose. Et par contre, si vos potes travaillent leur propre image pour avoir une V2 d'eux-mêmes, vous allez être incité à travailler votre propre image. Donc, on peut appeler ça un hédonisme alternatif, parce que moi, j'aime bien les mots, mais en tout cas, un hédonisme, parce que l'hédonisme, c'est toujours mal vu, mais mis au service des autres, parce que ces quatre imaginaires, le genou, le rapport au temps, le rapport aux quantités, l'image de soi, ils sont éminemment combinables. Donc, c'est en les combinant qu'on obtient, qu'on modifie les discours de marque, et c'est aussi qu'on modifie l'engagement ou l'adhésion des consommateurs. Et je vais utiliser la minute qui me reste, parce que je crois qu'il me reste une minute, pour en fait décrire pompeusement, parce que tout ça, ça fait un peu cours de l'université, mais moi j'aime bien ça, c'est que tout à l'heure j'ai parlé de consommer autrement, ça signifie attendre autre chose de la consommation. Ça, c'est le premier enseignement de cette matinée. Et la deuxième enseignement qui va clore mon propos, c'est que je pense, je le dis, tout ça est intuitif et évidemment éminemment contestable, c'est que nous passons de la société de consommation à la société de post-consommation. Donc, ce serait dommage de continuer à regarder la société dite de post-consommation, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui, avec les lunettes ou les échelles de valeur de la société de consommation. Et en fait, la société de post-consommation, elle se définit par quatre mots. J'ai bien dit quatre mots et pas plus. Et après, je me tairai. La société de post-consommation, elle est animée par la circulation, quand la société de consommation est animée par l'accumulation. Donc, la circulation plutôt que l'accumulation. La société de post-consommation est animée par le temps, je l'ai dit, alors qu'avant, c'était la vitesse. Donc, le temps plutôt que la vitesse. La société de consommation, elle est animée par des valeurs et non pas par des prix, comme dans le monde d'avant. Et enfin, la société de post-consommation est animée par des questions d'identité et non plus par des questions de statut. Et donc, circulation, temps, valeur et identité, ça définit le cadre de la société de post-consommation, ça définit le cadre dans lequel il faut imaginer nouveaux défis de la consommation, parce que consommer autrement, c'est attendre autre chose de la consommation. 20 minutes. Merci Patrice. Écoutez, avant que vous ne puissiez poser des questions à Patrice, si vous le souhaitez, mais n'hésitez pas à le faire dans la conversation. On va retourner peut-être sur le plancher de la consommation quotidienne alimentaire que tu viens d'éclairer, je pense, très justement, mais peut-être avec le décryptage aussi très concret au travers de quelques cas que Isabelle va nous partager. J'ai coupé mon son.
Merci pour ces éléments extrêmement aspirationnels. Effectivement, on va revenir à des choses peut-être un peu plus terre à terre, mais néanmoins en écho de ce que tu viens de nous partager, Patrice. Comment les marques aujourd'hui alimentaires peuvent s'inscrire dans cette tendance de post-consommation ou de consommation régénératrice? Euh, Petit focus sur ces marques. Alors, quel est le rapport, hein, quelle est la relation, quel est le point commun entre une marque de jus de fruits, une marque de cosmétiques, une marque de produits vaisselle, une marque de couches pour bébé et une enseigne de restauration? Eh ben, ce sont des marques qui ont exactement mis en application tout ou partie de ce que Patrice vient de nous expliquer et de ce que Sandrine aussi a dit tout à l'heure. Donc, il y a une sorte de synthèse sur cette slide parce que on va avoir d'un côté des marques qui ont fait la synthèse, et on va y revenir ensuite, entre les attentes de santé et les attentes d'engagement environnemental, et qui l'ont fait de manière très habile, assez précurseuse pour certaines d'entre elles. Et ce sont des marques aussi qui ont joué sur euh, la communauté. C'est le cas d'Innocent, hein, qui a beaucoup, beaucoup joué ce jeu de la communauté, qui a très bien joué aussi le reward, le retour sur engagement, puisque le consommateur de Innocent est engagé dans une conversation permanente avec la marque qui lui renvoie des choses extrêmement positives, et donc il joue beaucoup sur l'image de soi. On va être sur sur Garnier, sur une marque très accessible, qui a pris le virage et qui donne aussi du décryptage, qui donc considère que son consommateur est capable de comprendre un certain nombre de choses et de cocher un certain nombre de cases, sans oublier, et c'est le cas aussi de l'arbre vert, l'efficacité du produit, le côté agréable du produit, et on va en reparler sur les produits alimentaires. On va le dire une bonne fois pour toutes, le goût, le plaisir restera toujours le premier critère. Donc tout ce qui va venir en plus est nécessaire et indispensable, mais on va avoir besoin, un produit cosmétique doit être agréable, doit sentir bon, et donc toute cette expérience consommation, elle est très importante, mais à ça vont venir se pluguer, et cette synthèse qui doit être faite et qui doit être simple, va aussi donner au consommateur le sentiment qu'il agit. Et qu'il agit à travers des gestes simples au quotidien. Et l'arbre vert est un exemple très intéressant puisque c'est une marque qui a, comme vous le voyez sur la slide, grimpé, grignoté petit à petit des parts de marché à d'autres acteurs, c'est hissé dans le podium des trois marques de produits d'hygiène de la maison parmi les premiers. Les couches pour bébé aussi, hein, on voit bien, et surtout les produits pour bébé, c'est un enseignement intéressant. La synthèse entre impact sur la santé, naturalité et impact environnemental est quelque chose de fondateur pour cette marque. On pourrait le dire aussi de Mustela. Et puis prête à manger, cette enseigne de restauration collective qui nous vient du UK et qui a très tôt euh, travaillé sa carte pour proposer des produits très gourmands mais végétariens ou véganes, qui communique sur son empreinte carbone depuis très longtemps, voilà, qui a aussi fait la synthèse entre des produits très bons, la fraîcheur, l'engagement avec un café aussi très travaillé sur le plan de l'éthique. Donc on a des marques qui ont fait cette synthèse et qui ont aussi travaillé cette dimension. Le geste aussi, hein, Prêt à manger travaille beaucoup sur le geste de fabrication, le geste de sélection, ce qui se passe dans les cuisines, et on va y revenir parce que pour les marques alimentaires, il y a vraiment quelque chose à jouer sur le process de transformation. Sandrine en a parlé. Donc, face à ces attentes, si on se focus sur les marques alimentaires, il y a une réponse globale à apporter. Et on rejoint complètement Patrice sur le plan de, il ne faut pas se dire, est-ce que je dois répondre à celui qui est vegan, est-ce que je dois répondre à celui qui veut de l'éthique, ou ils veulent, ces consommateurs, quelque chose de global, une réponse qui soit à la fois nutritionnellement adaptée. Et la V2 de moi-même, c'est la personne qui est capable aussi de maîtriser son alimentation, hein. Vous avez certainement vu, comme nous, le boom des influenceuses nutritionnistes, le boom des diététiciennes, diététiciens aussi d'ailleurs, qui prennent la parole et qui sont très suivis sur les réseaux sociaux. Donc il y a un retour de la nutrition avec un enjeu différent de celui des années 2000, qui va être dans je comprends, je m'informe et je maîtrise, parce que c'est comme ça que je serai le meilleur moi-même. Euh,
un impact environnemental maîtrisé, une alimentation qui soit respectueuse des écosystèmes et évidemment la notion culturelle et ces nouveaux imaginaires dont parlait Patrice passent aussi par une alimentation qui soit toujours accessible, abordable, on a parlé de la précarité alimentaire tout à l'heure, et culturellement acceptable. Donc il faut travailler ces imaginaires autour de cette alimentation durable pour que ça puisse s'inscrire dans les habitudes de consommation et c'est tout ça l'alimentation durable. Elle est trop souvent ramenée, alors elle peut être vue comme l'alimentation qui dure, qui fait que je vais ne pas avoir faim à la fin de la journée, mais elle est aussi très souvent, et également quand on s'intéresse aux prescripteurs, aux prescripteurs diététiciens, etc., elle est trop souvent ramenée à sa dimension environnementale. Or, l'alimentation durable, hein, elle est comme ça définie de cette manière par la FAO, c'est bien un ensemble, c'est toutes ces dimensions, et c'est ces défis-là auxquels les marques alimentaires doivent apporter la réponse pour aider les consommateurs. La consommation est notre allié et les marques sont donc les alliés des consommateurs pour aller vers cette meilleure version d'eux-mêmes en tant que consommateurs. Alors, inscrire de nouveaux imaginaires, un exemple qu'on trouve très intéressant, c'est celui-ci. Quel est le rapport entre une céréale de petit déjeuner forte en chocolat et un petit verre de terre? Eh ben, cette synthèse et cette histoire, ce storytelling, Chocapic l'a fait dans cette annonce presse qui posait exactement cette question. C'est quoi le rapport entre un verre de terre et les céréales Chocapic? Eh ben, c'est l'agriculture régénératrice. Et voilà une manière très habile de reconnecter l'agriculture régénératrice qui n'est pas encore évidemment bien connue, bien comprise et très conso-friendly, avec un enjeu qui, a fortiori, est un enjeu de santé, mais c'est celui des sols, c'est celle des sols, la santé des sols. Et donc, les vers de terre dans les champs, c'est la santé des sols, c'est un signe de santé des sols. Et évidemment, on va tirer le fil de cet imaginaire, puisqu'un sol en bonne santé donne des plantes et des aliments en bonne santé et va venir nourrir. Et donc, on voit bien que euh, non, la préoccupation environnementale n'a pas disparu de la préoccupation des consommateurs, on en est convaincu. Elle a changé de forme et elle va se raccrocher à cette vision santé dont parlait Sandrine. Donc il faut continuer évidemment à donner du sens aux engagements en faveur d'une agriculture durable que les marques ont prises et que les entreprises ont prises, en les connectant à travers les matières premières aux enjeux du One Health. Toutes ces étapes de la chaîne de valeur, Sandrine a très bien dit tout à l'heure, sont connectées au One Health. Donc, c'est bien le in me, in me, on me qui va prendre le dessus. Qu'est-ce que ça me fait à moi en tant que consommateur, mais à travers ce prisme de la santé globale. Autre exemple intéressant, le sujet de la biodiversité est un sujet éminemment porteur de sens pour les consommateurs et on va y retrouver tous ces imaginaires, cette idée du temps long, cette idée de l'impact et du retour de l'impact. Quand on parle carbone, c'est plus difficile parce que le carbone est assez négatif, il faut qu'on réduise nos émissions. La biodiversité, on est dans la régénération et on en est dans quelque chose qu'on peut observer, que tout un chacun peut observer. Et typiquement, cet engagement de Kiri à éveiller les enfants et leurs familles autour de la biodiversité en faisant de la pédagogie autour des petites bêtes et d'ailleurs en ne parlant pas que des abeilles mais de toutes les autres petites bêtes qui sont les sentinelles et les gardiens de la biodiversité est très intéressant. Alors bien sûr, une activation de ce type, là on est dans une activation vraiment purement marketing hein, avec tout un travail sur le pack, avec un jeu proposé aux enfants, avec des découpages possibles, etc. Mais qui est bien en lien avec tous les engagements pris par l'entreprise Bell et par la marque Kiri autour de l'agriculture durable, autour de l'amont agricole. Et ça s'inscrit dans la continuité d'un travail qui s'est fait progressivement dans le temps à travers la charte amont laitier mondial de Bell, travaillé avec le WWF, mais qui a aussi eu des retours sur la marque, puisque c'est quelque chose sur lequel les marques du groupe communiquent à travers un certain nombre de touchpoints depuis de nombreuses années, et ça s'inscrit dans une continuité. Et le temps long, c'est aussi ça. L'engagement one-shot, ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est installer dans la relation et dans la conversation avec ses consommateurs un engagement qui est sur le temps long et qui va ensuite venir nourrir les prises de parole de la marque. On en a déjà parlé à deux reprises. La transformation, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup plus décrypter et raconter parce que c'est la boîte noire encore aujourd'hui. Et là, il y a une absence d'imaginaire. Et quand il y a une absence d'imaginaire, c'est très mauvais. Donc, comment on va venir contrer cette ultra-transformation? Et ce mot est très présent, ne fait que monter. Et c'est vraiment le retour de ce sujet. Comment revenir à quelque chose de beaucoup plus raisonné sur la transformation? Comme le disait Sandrine tout à l'heure, une transformation qui upgrade, qui apporte quelque chose et non pas qui dégrade.
parce que c'est trop souvent à ça qu'elle est réduite. Il faut démystifier le process. Il faut l'assumer en mettant des mots, des images, en éclairant le savoir-faire, en montrant le geste. Et effectivement, c'est peut-être plus évident de montrer le geste de l'horloger ou du fabricant de sacs de luxe, mais le geste et la maîtrise et le savoir-faire qu'il y a au sein des usines du tissu agroalimentaire français est tout à fait intéressant à raconter. Et je vais vous partager un petit exemple, un petit film qu'on a fait pour Belle il y a quelques années, qui pour nous est très emblématique de ce qu'on peut faire et à quel point ça change le regard qu'on porte sur le produit. Les mini Babybel deviennent-ils tout ronds? On prend un fromage tout fait. On coupe le fromage, c'est comme de la pâte à modeler pour en faire un plat rond. Ça fait des mini Babybel. Une fois que le lait est caillé, on va le laisser reposer pour obtenir un grain de caillé. Et là, le côté magique, il est là. C'est-à-dire que d'une matière liquide, tu passes à une matière plus souple, un goût yaourt. Et puis on va les mettre dans les moules, tout simplement. Une fois que nous avons les moules, on va les presser pour évacuer le petit lait, pour avoir une texture plus belle, une forme plus arrondie, pour que ça aille plus beau, quoi. Et après, on va les mettre dans une salle de repos, parce qu'ils ont beaucoup travaillé, ils vont se reposer, puis ils vont évacuer un petit peu encore le petit lait, pour obtenir une texture plus belle, plus agréable au toucher et au regard. C'est tout un travail, je suis fier de ça. Le fromage, c'est sérieux. Donc voilà une manière de raconter un process de transformation, de démystifier un process. Alors non, ça n'est pas un fromage qui se travaille comme de la pâte à modeler, mais bien du lait. Et puis il y avait autour de cette communication une autre communication sur l'amont laitier, l'origine du lait, voilà, tout un ensemble de choses. Donc c'est très important de mettre des images et on voit bien qu'on peut le faire vraiment dans l'ADN de la marque, puisque là on était sur un fromage pour enfants, donc on était dans un univers très enfantin. Donc la transformation et évidemment, je vais m'arrêter un peu plus sur la partie, même si je vais le faire rapidement pour pouvoir vous libérer à temps. La consommation. Le consommateur a besoin d'être accompagné dans ses choix et dans son bon usage du produit. Et c'est valable, éminemment valable pour la consommation alimentaire, pour pouvoir lui permettre justement de garder cette maîtrise, de reprendre le pouvoir aussi hein, sur sa consommation et de s'inscrire dans une nouvelle tendance de consommation. Alors évidemment, le Nutri-Score fait partie de ces éléments et ce Nutri-Score, il a un taux de notoriété qui ne cesse de grimper. Hein. On voit ici qu'il est très connu des consommateurs. Et là, on avait une évolution entre 2018 et 2021 dans une étude Seaways et cette notoriété a bien évidemment continué de monter. On voit que dans toutes les catégories, même si c'est un peu plus fort chez les professions libérales, les cadres supérieurs et les inactifs, ce Nutri-Score est très connu de la plupart des consommateurs et il influence les achats puisque c'était en 2021 près de 50% des Français qui se disaient influencés dans leurs achats par le Nutri-Score. Et quand on projetait la même chose sur un futur affichage environnemental, ils étaient aussi 50% à dire que ça serait pris en compte dans leurs achats et avec une surreprésentation de cette prise en compte chez les 18-24 ans qui sont aussi ceux qui utilisent le plus, hein, les 18-24 et les 25-34, cette génération Z et même la génération derrière X, Alpha, qui va de plus en plus aller chercher des guides et utiliser ces nouvelles technologies et la prescription des pairs sur les réseaux sociaux pour prendre des décisions quant à leurs achats alimentaires. Donc c'est très important d'apporter cette information et d'être à l'origine de cette information qui va circuler. Et la circulation, c'est aussi celle de l'information, comme le disait Patrice. Pardon. Et donc ce Nutri-Score, il est là, il est très présent, mais il faut l'accompagner. Et ça sera la même chose sur l'affichage environnemental qui va arriver. Il faut décrypter les choses. Ça, c'est un petit travail qu'on a fait pour Savane il y a quelques années pour accompagner ce Nutri-Score qui arrivait sur les emballages et lui donner du sens. Pas laisser le score tout seul comme ça. Le consommateur a besoin qu'on lui explique, qu'on contextualise les choses, qu'on explique à quoi ça correspond et comment je dois comprendre cette lettre et comment je dois consommer le produit et le mettre en perspective dans un repas. Mais aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus loin.
pour donner aux consommateurs les clés d'une alimentation qui va croiser impact positif sur la santé et impact environnemental. C'est très compliqué pour le consommateur de faire cette synthèse et ces informations, au contraire du secteur cosmétique qu'on a vu tout à l'heure qui a beaucoup pris ce virage et fait beaucoup cette synthèse entre naturalité et donc impact sur la santé et impact environnemental. Ce sont aujourd'hui des conversations un peu dissociées pour les marques alimentaires. Or, il faut croiser ces impacts puisque le consommateur va comprendre que le produit est bon et sain parce que il est bon sur le plan nutritionnel, mais aussi parce que ses conditions de culture et de fabrication sont saines selon ces critères. C'est donc définir vraiment une stratégie alimentation durable pour sa marque qui fasse la synthèse entre ces deux dimensions. Nous, notre approche, elle est très simple sur ce sujet. Elle est en 3 étapes. Une phase d'analyse, une phase de cadrage et une phase de révélation. Alors, la phase d'analyse, c'est d'adopter un double prisme. Un prisme nutritionnel, donc on va évidemment regarder le Nutri-Score, mais on va aussi utiliser un score qui est lui aussi publié, qui est lui aussi très reconnu sur le plan scientifique, mais qui va plus loin que le Nutri-Score, c'est le SAINLIM, qui va faire, en résumé, la synthèse entre les nutriments à privilégier et les nutriments à limiter, donc les sains et les limes. Et ça va nous apporter des enseignements un peu plus poussés que le Nutri-Score sur ce qu'on appelle la densité nutritionnelle, donc la richesse en nutriments d'intérêt du produit. On va utiliser ce score parce que ça va nous apporter des enseignements complémentaires à celui de l'impact nutritionnel. Et on va croiser cette analyse avec celle de l'impact environnemental du produit. Donc, on va travailler aujourd'hui, on travaille avec le PEF, le score unique qui sort de l'ACV selon la méthodologie de l'ACV de l'Union européenne, reconnu au niveau européen. Demain, on travaillera avec le score environnemental, l'impact environnemental qui sera proposé par l'ADEME. Et on va croiser ces deux dimensions et on ne va pas faire que ça. C'est pluridimensionnel comme analyse. On va regarder nos produits, les produits, dans un contexte de consommation réelle. On va regarder les portions, les assemblages, les produits combinés entre eux, les produits au sein d'un plat, d'une recette. On va regarder comment c'est consommé par les consommateurs parce que c'est ça l'enseignement qu'ils ont besoin d'avoir, le renseignement qu'ils ont besoin d'avoir. Le produit tout seul, c'est assez limité finalement comme projection de ce que je vais pouvoir en faire. Et pour vous donner un petit exemple, c'est l'exemple de la saucisse de Morteau, qui est, ça ne vous étonnera pas, Nutri-Score E quand on la prend toute seule. Mais la saucisse de Morteau, on ne la mange pas toute seule, à part vraiment pour les très très fans. On la mange avec des lentilles. Et là, quand on remet en perspective notre saucisse de Morteau dans un plat avec des lentilles et la bonne portion de saucisse, puisqu'on ne va pas manger forcément une saucisse entière à soi tout seul, on va faire un plat qu'on va partager avec sa communauté. Et donc là, on va être Nutri-Score A. Donc, c'est un travail, par exemple, qu'on a fait pour la FICT, de mise en perspective des produits, les produits de charcuterie étant particulièrement intéressants à mettre dans un contexte de consommation, mais ça va être valable pour plein d'autres aliments, les céréales de petit déjeuner dans un bol avec du lait, le beurre et le pain ensemble sur une tartine, et on va faire évoluer l'index glycémique du pain par ce biais-là. Donc, mettre en perspective les produits, au sein d'un portefeuille produit, combiner les produits entre eux et les combiner aussi avec d'autres aliments extérieurs à la marque, mais qui vont permettre de donner un enseignement. Quand on a fait cette analyse pluridimensionnelle, on va avoir un cadrage. On va pouvoir avoir la dimension nutritionnelle d'un côté, la dimension environnementale de l'autre, et ça va nous permettre de visualiser comment se positionnent nos produits et comment on va pouvoir mieux les comprendre, mieux les appréhender et mieux accompagner nos consommateurs. Et ça, c'est riche d'enseignements pour la R&D, parce qu'on va pouvoir essayer de faire évoluer nos produits, puisque ceux qui sont ici ont le meilleur score nutritionnel et environnemental, ceux qui sont ici ont le moins bon, et ici, on va avoir des produits avec un bon score nutritionnel, mais un moins bon score environnemental, et ici, un score nutritionnel, environnemental très intéressant. On va retrouver les produits les moins carnés de ce côté-là de la courbe, mais parfois, on va perdre un peu en nutriments. On va être un peu léger en densité nutritionnelle. Ça va permettre de travailler en R&D, ça va nourrir la feuille de route RSE, achat responsable, transformation, ça va nourrir vraiment toute la feuille de route RSE de l'entreprise et évidemment, ça va nourrir le marketing pour pouvoir
accompagner le consommateur à mieux comprendre le score nutritionnel, le score environnemental du produit, à consommer le produit selon les bonnes quantités, pour revenir sur le propos des quantités, et dans le bon contexte de consommation. Et une fois qu'on a tous ces éléments-là, on va pouvoir aussi révéler quel est le rôle que nos produits vont jouer dans l'alimentation durable. Et tous les produits ont une place dans l'alimentation durable. Tout est question ensuite de quantité, de contextualisation, de fréquence de consommation, d'association. Et c'est très important d'aller communiquer à toute la chaîne d'influence, surtout sur ces sujets nutritionnels et environnementaux. Il faut aller voir les leaders d'opinion, il faut aller voir les professionnels de santé, il faut communiquer aux médias qui peuvent véhiculer des fausses idées et des idées toutes faites sur ces sujets-là. Et quand on a cette double dimension, alors la vision qu'on a des produits est très différente. Évidemment, ça va éminemment intéresser les clients distributeurs et venir peut-être un peu contrebalancer aussi la pression qu'ils peuvent mettre sur l'impact carbone des produits, l'impact environnemental des produits, en montrant aussi, en redonnant de l'importance et un nouvel éclairage à la dimension nutritionnelle sur laquelle peut-être ce sujet a perdu un peu de terrain alors que c'est une attente très forte des consommateurs et évidemment accompagner les consommateurs. Voilà un petit exemple d'un travail qu'on a fait pour Elior pour accompagner les plats qui étaient initialement les plats bas carbone de la carte et des restaurants d'entreprise Elior et qui étaient assez peu pris par les convives sous cette étiquette bas carbone parce qu'il y manquait beaucoup de choses. Il y manquait le goût, la promesse de goût, il y manquait la promesse d'impact positif sur la santé. Et finalement, avec cette nouvelle identité, cet accompagnement et cette mise en perspective des plats qui sont bien bons, donc vraiment bon pour la planète, bon pour moi et avec une promesse de goût, on a pu vraiment davantage séduire les consommateurs et répondre à leurs attentes sur le sujet. Donc pour terminer et en synthèse, la stratégie alimentation durable pour la marque, c'est une contribution de la marque et de l'entreprise au One Health. C'est une manière de repenser sa contribution à cette problématique majeure et c'est nourrir la stratégie de la marque en apportant un nouvel éclairage sur son portefeuille produit via ce ratio nutrition-environnement. C'est solidifier la feuille de route RSE de l'entreprise et de la marque et c'est renforcer, nourrir la conversation avec les consommateurs, avec les clients, avec un nouvel éclairage et un appui global à cette transition alimentaire qui est à l'œuvre, mais sur laquelle ils ont besoin d'être aidés et d'être appuyés et d'avoir un retour sur engagement. Merci, Isabelle. Patrice, on a tenu ce temps, on a un petit peu débordé, mais en tout cas, merci d'être encore là et d'avoir pris tout ce temps pour nous écouter. Maintenant, si vous le souhaitez, poser des questions à Patrice, à Isabelle, à moi-même, voilà, nous sommes à votre disposition, donc n'hésitez pas à prendre la parole, à mettre votre caméra si vous le souhaitez, ou bien apporter des commentaires. J'ai lu qu'on a eu un problème sur la diffusion du film. On l'enverra quand on enverra le replay, puisqu'il y aura un replay disponible de cette conférence. On enverra également un lien pour voir ce film qui n'est plus en ligne, parce qu'il faut voir que c'était la stratégie pour le groupe Bell a été dans un premier temps de démystifier le savoir-faire. Et cette campagne avait eu un gros succès sur les réseaux sociaux. Elle était composée de plusieurs petits films qui expliquaient depuis la collecte du lait jusqu'aux différentes étapes de transformation, y compris l'ajout d'ailleurs de sel de fonte qui permettent de faire des fromages fondus quand on parle de la vache qui rit. Et donc des films qui avaient, semble-t-il, bien répondu aux attentes. Alors, super question. Et le plaisir dans les imaginaires. Vous avez totalement raison. Le plaisir est partout. C'est-à-dire, en fait, comme disait tout à l'heure Sandrine et même Isabelle, c'est que le plaisir, de toute façon, c'est la base. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le plaisir du produit, c'est un plaisir polysensoriel. Donc, c'est la base. Ce qui me paraît intéressant, c'est comment les quatre imaginaires produisent du plaisir. C'est que penser aux autres, c'est une forme de plaisir. Voilà, on se fait plaisir. Évidemment, une de soi-même, c'est une source de plaisir extrêmement personnelle et individuelle, un peu autocentrée. Et je dirais que il y a, dans les quatre imaginaires, le plaisir, il est absolument partout. Ce n'est pas un plaisir polysensoriel, ce n'est pas un plaisir gustatif, c'est un plaisir hédoniste. Pour ça, je parlais tout à l'heure d'hédoniste. C'est un plaisir de satisfaction de soi, d'avoir le sentiment d'agir. Avoir le sentiment d'agir et d'inventer le monde de demain, pour moi, c'est une source de plaisir. Jennifer, allez-y, posez votre question.
Bonjour, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je dois dire que c'est la première fois que j'assiste à un webinaire dédié à cette thématique et franchement, c'était passionnant. Même si je ne suis pas du tout dans ce field-là sur l'alimentaire, ça reste une préoccupation hyper importante. Et en l'occurrence, j'ai un petit bout de 1 an et demi à qui je donne, je l'avoue, de temps en temps des produits ultra transformés, bio, végétariens. Donc j'en mange aussi parce que j'essaye de devenir végétarienne et comme j'ai encore du mal à me passer de la saucisse de Morteau, et bah, du coup j'achète de la saucisse végétale et je suis en conflit interne et avec mon conjoint pour dire mais ça reste un produit ultra transformé. Donc ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous en pensez de ces produits ultra transformés? Pas sur le côté goût, mais vraiment sur le côté nutritionnel et est-ce que on peut se fier au fait que ce soit bio et du coup ça est censé être sain ou un peu bof? Voilà. Merci. Bonne illustration de ce que... Déjà, si vous voulez, le terme ultra transformé est un terme qui couvre, enfin, qui est issu, et sans être trop longue, mais d'un travail qui a été fait il y a déjà quelques années, en 2019, si ma mémoire est bonne, au Brésil, avec une équipe qui a voulu classer les aliments. Il faut déjà savoir que 63% des aliments que nous achetons dans un supermarché, à partir du moment où ce n'est pas un produit brut, sont désignés comme par cette catégorie qui s'appelle Nova comme ultra transformée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être dans cette catégorie? Ça veut dire, en réalité, pas tellement que le processus soit cuit à très très haute température ou qu'il y ait eu un travail sur le processus de fabrication. C'est pour ça qu'on dit c'est intéressant de parler des processus et notamment on voit que pour vous, sur les produits que vous achetez pour votre bébé, vous vous posez la question. Donc, je pense que si la marque que vous achetez racontait un peu mieux son processus, vous pourriez et son processus de transformation, donc de cuisson, de sélection des ingrédients pour être sûr que c'est du bio, qu'on n'y a pas mis des choses qui seraient un peu dangereuses sur l'alimentation infantile, etc. Donc, en tout cas, dans les étapes de cuisson et de préparation. Et ensuite, cette vocable de transformation ou cette nomenclature Nova, elle parle beaucoup des ingrédients ajoutés, c'est-à-dire éventuellement s'il y a des conservateurs, des colorants, que vous n'avez pas dans l'alimentation pour bébé, parce que déjà, on n'a pas le droit de mettre ce type de produit, parce que c'est très contrôlé sur l'alimentation pour bébé. Mais à partir du moment où vous allez avoir des étapes de fabrication et des ingrédients dans vos produits pour enfants, donc si vous regardez la liste des ingrédients qui sont qui sont dans votre produit, or, pour faire une protéine à partir de protéines végétales, y compris pour un enfant, éventuellement, il va y avoir un travail sur cette protéine. Donc, à ce moment-là, vous allez être, je ne sais même pas si votre produit il serait considéré comme Nova 4, parce que quand on dit ultra transformé, en fait, on parle de transformation, mais il y a une transformation simple. Déjà en cuisant, on est dans une transformation. Déjà en ajoutant du sucre, comme le sucre lui-même, et je ne dis pas qu'il y a du sucre dans votre produit, parce que je ne connais pas le produit dont vous parlez, dès qu'on va mettre du sucre issu de la betterave et qui est un processus d'évaporation, parce qu'il y a un mythe sur le sucre où on pense que on lui a mis du chlore, je ne sais quoi, pour le blanchir. Pas du tout, la betterave est blanche, et là aussi on aurait besoin de mieux comprendre le processus de fabrication. Donc on a ce sentiment, donc par rapport à votre conjoint, déjà, qu'est-ce qu'on appelle l'ultra-transformation? C'est la formulation en réalité du produit qui va amener le produit à être classé selon cette norme qui a été décidée au Brésil. Et par exemple, dans cette norme, le café, qui est un processus de cuisson assez sophistiqué, et d'ailleurs, si le café est trop cuit, le café a mauvais goût, il est déjà transformé et il est dans la catégorie Nova 1, donc une transformation. Donc, je ne réponds pas complètement à vos questions, mais ce que je veux vous dire, c'est que l'alimentation pour enfants en termes d'ajout est vraiment d'abord, tous les produits qui sont ajoutés dans les produits alimentaires sont selon des normes européennes et des listes qui ont été réajustées, rectifiées, qui sont remises en cause, mais globalement qui, toutes ces dernières années, ont eu vraiment un travail de rescanning complet des ingrédients qui sont utilisés dans l'alimentaire. Sur les enfants, c'est ultra contrôlé. Moi, je pense qu'il faut que vous regardiez la liste des ingrédients du produit que vous donnez à votre enfant pour comprendre pourquoi il y a tel et tel type d'ingrédients et pas forcément avoir peur. Et hier, on avait un comité scientifique avec un expert très connu du monde de la cardiologie et on parlait d'un type de sel qui est classé comme ultra transformé parce que c'est un sel qui n'est pas le sel de mer ou le sel juste extrait, mais qui a pour propriété
de ne pas avoir, ça s'appelle un sel minéral, d'impact sur l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. Voilà l'usage de quelque chose qui est mis dans un produit, qui est très, au contraire, qui va vers le sain, mais le produit va être considéré, parce qu'il y a cet ajout, hein, donc c'est les ingrédients, comme un produit ultra transformé. Donc, ce vocable est assez dramatique de notre point de vue, parce que oui, il y a un intérêt à se poser des questions sur la préparation et la transformation des produits. Oui, il y a un intérêt à se poser des questions sur les ingrédients, mais ce n'est pas forcément de se dire à chaque fois qu'on va préparer un produit de manière industrielle et sur l'alimentation des enfants comme celle des adultes, c'est ultra contrôlé pour le coup, que vous allez faire quelque chose de mal. Autre exemple, quand on met des vitamines, ce qui est souvent une obligation pour l'alimentation pour les enfants, dans le lait infantile, on rajoute des vitamines, on fait tout un travail dans le lait que vous avez donné si vous avez allaité après l'allaitement ou depuis le premier âge. Ben voilà un produit qui est ultra transformé et c'est le lait qu'on donne à son bébé. Et sans ce lait, le bébé ne peut pas manger ni un lait de riz, ni un jus d'amande qui sont dangereux pour lui. Et on a vraiment besoin de ces protéines laitières transformées pour pouvoir, et avec les vitamines, etc. Et dès qu'on met des vitamines dans un produit, on va être considéré comme ayant eu un process d'ajout, comme si le produit était trop pauvre. Mais ce n'est pas forcément négatif, donc c'est pour ça. Voilà. C'est un peu long comme réponse, mais ce sujet-là gagnerait énormément à ce que les marques expliquent leur liste d'ingrédients, à ce que les marques expliquent leur process. Je pense que là, c'est un magnifique exemple que vous nous donnez, Jennifer, de montrer qu'il est vraiment essentiel d'informer ses consommateurs pour éviter les débats avec son conjoint. Alors, Merci beaucoup. on a deux mains levées, Philippe et Mariette. Mariette ensuite. Philippe. Oui, merci. Merci pour la prise de hauteur de chacun et chacune. Ça fait bien de se sortir du chaos informationnel. Donc, Sandrine rappelait 37% de la population en précarité, 3 fois plus qu'en 2015. Est-ce que, donc c'est la question pour Patrice Duchemin, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté de parler de post-consommation à cette population-là ou à cette communauté-là qui, pour beaucoup, sont jeunes, justement, et sont encore dans la notion de prix, d'accumulation. Et il n'y a pas de connotation négative hein, dans mon propos. Je comprends, parce qu'effectivement, les populations qu'on appelle populations en précarité alimentaire sont certainement celles qui sont le plus éloignées de ma proposition d'imaginaire. Ça, c'est absolument certain. C'est-à-dire que ça suppose qu'il y ait une forme de maturité consommatoire pour accepter les imaginaires, parce que ceux qui n'ont pas cette maturité, effectivement, sont dans une consommation à l'ancienne. Mais en fait, c'est pas pour comment dirais-je, éluder la question, c'est qu'en fait, mes propositions d'imaginaire, ça s'adresse à la majorité des consommateurs, donc pas du tout aux extrêmes. Et effectivement, moi, je ne connais pas sur la population, ce qu'on appelle la population précaire, combien le poids qu'elle représente, mais effectivement, le changement, il est toujours par le mass market, par le milieu du marché. Les extrémités qui sont la précarité alimentaire d'un côté et l'autre côté, les ultra-riches aussi, parce que eux-mêmes ne sont pas forcément dans les mêmes logiques et les mêmes attentes d'imaginaire. Donc les deux extrémités de la consommation sont moins touchées par les questions d'imaginaire. Cela dit, quand je parle de l'imaginaire du genou, on est véritablement dans le cœur de la problématique de la précarité, parce que les populations les plus précaires aujourd'hui, elles sont doubles, vous devez les connaître. C'est d'abord les mamans qui élèvent des enfants toutes seules, donc les foyers monoménages avec un des enfants, ça c'est la première population précaire. La seconde population précaire, ce sont les personnes âgées. Et donc ça, c'est les deux populations. Et après, il y a les étudiants. Et donc, en fait, les étudiants, ils sont à fond, si je puis dire, hein, c'est pas du tout léger comme propos, ils sont à fond dans le genou parce qu'ils sont dans le communautaire, ils sont dans les réseaux sociaux. Donc c'est beaucoup plus facile d'activer un imaginaire du genou avec des étudiants. La difficulté pour moi, c'est les seniors, parce qu'eux n'ont même pas connu, parfois pas connu la révolution numérique, donc effectivement ils sont exclus, ils sont sortis du jeu, si je puis dire, et également les mamans avec les enfants. Donc les précarités alimentaires, je pense que le genou, c'est presque faisable avec les étudiants. C'est beaucoup plus délicat et c'est certainement un enjeu avec les seniors et avec les mamans.
Le rapport au temps et le rapport aux quantités, je pense que quel que soit votre état de précarité, je pense que c'est des thèmes qui peuvent plaire. Vous voyez, quand on dit dans le rapport aux quantités, quand j'évoque tout à l'heure la question du vintage, la question de moins consommer, la question de moins laver, etc. Évidemment, moins consommer, c'est pas du tout pertinent dans le cas de figure, mais la question du vintage et la question de la circulation des produits, c'est exactement dedans. Donc la question, c'est pas c'est essayer de positiver ce qu'on peut encore positiver, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on est en situation de tension budgétaire, etc., la consommation, c'est pas évident et on va à l'essentiel, donc on consomme et voilà. Mais par contre, on peut avec des doses plus homéopathiques dans les populations en précarité, on peut y injecter un rapport au temps. Évidemment, l'image de soi, c'est plus délicat, mais un rapport aux quantités. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, vous voyez. Et donc, Oui. moi, je pense que sur les étudiants, moi, je suis assez concerné par la précarité alimentaire parce que je travaille avec la Fondation Nestlé, dont c'est le sujet. Et donc, et en fait, je pense que le changement d'imaginaire associé à la précarité alimentaire, il va se faire, le point de départ, ça va être les étudiants. Et c'est parce qu'on aura réussi la précarité, enfin réussi entre guillemets, la communication auprès des étudiants, qu'on pourra alors toucher les populations des seniors, les populations des jeunes mères avec des enfants. Parce que l'âge, pour moi, est un facteur très déterminant. Et donc, les étudiants sont jeunes. Et effectivement, comme le dit D'accord. Mariette, je pensais à ça aussi en écoutant Patrice, Too Good To Go Voilà. marche très bien sur la population jeune, Studel aussi. ouais, qui font vraiment la chasse, et comme ils sont très connectés avec l'appli, ils font vraiment la chasse aux invendus, et ça marche très fort sur les Plus les délicat jeunes. avec les seniors. Bah oui. Et les jeunes, enfin, travailler dans les sujets de prévention santé auprès de populations avec des budgets contraints, hein, donc, qui sont souvent parfois aussi celles qui ont le plus d'obésité et de surpoids, Mm. eh bien, ils ont aussi envie d'être dans cet impact positif global de leur consommation. Bien sûr que la contrainte prix, ça va être leur point d'entrée, mais s'ils peuvent, dans cette contrainte prix, sentir que leur consommation est utile, et dans un processus de renvoi d'une image de soi positive. Évidemment, le spectre de la précarité, il est très large, il y a la très grande précarité, etc. Mais si on a un budget très contraint et on mange des pâtes, mais on sait que ces pâtes ou que sa sauce tomate, elle est issue d'une démarche d'agroécologie ou qui prend en compte mieux la biodiversité, ou que ces pâtes, c'est des nouvelles pratiques de culture du blé, ou qu'on explique d'où vient le blé, ben, on se sent d'autant plus dans un mouvement, et il y a une question sur pourquoi la malbouffe progresse. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la malbouffe? Donc ça, c'est un vrai sujet pour des nutritionnistes qu'on a dans nos équipes, et moi, je travaille beaucoup sur les nutritions depuis des années. Euh, voilà, vous avez un Big Mac qui va être noté Nutri-Score B, et éventuellement une marque comme McDonald's qui affiche le Nutri-Score, hein, et qui va vous raconter d'où viennent les ingrédients qui sont dans le produit. Alors, si la malbouffe, c'est le fait sur le plan nutritionnel de ne pas avoir une alimentation suffisamment équilibrée, euh, donc là, on va retrouver, j'ai envie de dire malheureusement un peu l'échec de nos politiques publiques qui sont très injonctives et qui finalement, quand on voit que la consommation de fruits et légumes a plutôt tendanciellement depuis le Covid, elle a recommencé à baisser, très contrainte aussi par l'inflation, mais très contrainte aussi par le fait que les gens n'ont pas envie de passer du temps à préparer, pas tous en tout cas, une partie oui, mais de se préparer ce que leur promet d'être bon pour la santé, la santé publique. Et quand on a une perception que les produits surgelés ou en conserve ne sont pas des bons produits, alors que ce sont les produits accessibles, et entre parenthèses, c'est les produits qu'on a dans des paniers aussi donnés par les banques alimentaires et consorts, eh bien, bien manger, c'est manger des légumes, et manger des légumes aussi, et d'intégrer plus de fruits et légumes dans son alimentation. Et ce qui a progressé, par exemple, ce sont les compotes. Pourquoi? Parce qu'on a la praticité et la promesse d'un produit qui va être perçu comme ça, et d'autant plus si on explique d'où viennent les pommes, etc. Donc, ce qui a surtout progressé, c'est la consommation hors domicile,
Et notamment dans la consommation de produits carnés, on sait que les gens consomment moins de viande à domicile, ils sont plus flexitariens. En revanche, quand ils vont au restaurant, ils vont consommer de la viande et malheureusement, en général, les approvisionnements en restauration, c'est plutôt une viande importée, alors qu'en France, on ne sait pas valoriser nos productions de viande qui, elles, sont au près et pour la plupart. Et donc, voilà. Donc, voilà, je ne sais pas ce que vous attendez par malbouffe, mais sur le plan nutritionnel, c'est le déséquilibre alimentaire. Il est aussi très souvent contraint par le temps, l'envie, le savoir-faire et la culture. Voilà, absolument. Je dirais juste en 30 secondes qu'il suffit de regarder le look, l'allure des produits low cost alimentaires. Moi, je me souviens très bien, j'ai vu arriver les premiers prix chez Carrefour, c'était des produits blancs. J'ai vu les premiers produits low cost chez Lidl, il y avait écrit zéro dessus, etc. C'était extrêmement austère. Aujourd'hui, quand vous voyez l'apparence, donc le discours, ce que ça dégage en termes de signes, parce qu'on parle d'imaginaire, l'imaginaire, c'est beaucoup du signe. Aujourd'hui, quand vous achetez des produits low cost chez Lidl ou chez Aldi, eh bien, vous n'avez pas le sentiment d'exclusion. Et en fait, il y a aussi ce facteur qui est très proche, à mon avis, qui est très important dans la jeune génération. De la même manière, on peut le déplorer, hein, mais on peut aussi le constater, ce sont souvent les populations qui sont les plus modestes qui ont les équipements électroniques les plus élevés, c'est-à-dire que la course au iPhone, etc., quand vous êtes un vieux bourgeois comme moi, vous avez un iPhone 8, quand vous êtes un jeune qui n'a pas beaucoup d'argent, eh bien, vous achetez un iPhone 16. Donc voilà, moi, c'est des conversations que j'ai régulièrement avec les gens que je trouve dans les boutiques et qui sont souvent plus équipés que moi. Donc en fait, parce que tout simplement, parce que l'électronique, c'est un facteur d'intégration. Et il en va de même dans l'alimentation. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Quand je parlais tout à l'heure de ma fascination comme outil benchmark, ce qui se passe ici finit par arriver là. Et donc, ce qui se passe dans l'électronique avec les iPhones finit par arriver à sa manière dans les pâtes et dans les sauces. Et aujourd'hui, quand je prends un packaging chez Lidl de pâtes, eh bien, ils me racontent beaucoup plus d'histoires sur les origines, sur la façon dont les cuire, etc. Et à mon avis, ils vont pas assez loin. Mais ce n'est pas la double peine. C'est pas, je vais la faire vraiment de façon un peu cynique. C'est pas, on est pauvre et en plus, il faudrait des produits moches. On peut être pauvre et avoir des produits de qualité. Donc voilà, il ne faut pas la double peine. Et un pack nutritionnel et voilà, en plus, et on peut faire un bon citoyen. Très bien. Merci pour les réponses. Voilà. Merci. Merci Philippe. Mariette. Bonjour, j'essaye de brancher mes éléments. Ça y est, bonjour, excusez-moi. Bonjour, chez Déconcept, donc nous, on fait les appareils pour faire à manger. Et je vous remercie pour cette conférence, c'était super intéressant et j'ai trouvé super inspirant la concept de ces imaginaires, chose que j'ai l'impression qu'avec notre culture, on sait quand même peu valoriser le storytelling, là où les Américains sont quand même super forts. Nous, par exemple, dans notre secteur, on a Shark Ninja qui arrive en force avec les air fryers, vous savez, les machines à friteuse sans huile. Qui connaît pas voilà. Et ils sont très forts sur cette notion d'imaginaire. Et du coup, j'aurais aimé aller un peu plus loin sur ce sujet que je trouve excellent. Et je me demandais s'il y avait des ressources pour nous parler des imaginaires qui existent autour de la food aujourd'hui, comment les gens se représentent des imaginaires autour de la food avec ces imaginaires positifs, les imaginaires négatifs. Alors, on a celui ultra transformé, on en a quelques-uns, mais finalement, est-ce qu'il y a un endroit où il y aura un petit peu une synthèse, où ça, c'est posé, formalisé, et puis peut-être à travers un prisme de l'histoire, parce que quand on sait d'où on part, on sait où on va, comme vous le disiez tout à l'heure. Et ça serait super intéressant de pouvoir voir cette traversée, au moins sur les 20 dernières années, parce que ça a changé beaucoup, autour des imaginaires, mais spécifiques à l'alimentaire. Est-ce que ça existe des fois? Toi, Patrice, je vais te laisser répondre parce que je pense que tu travailles beaucoup sur ces sujets-là. Mais en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas d'études particulières. Après, mais c'est un autre angle, donc ça, c'est un angle différent de celui de Patrice, mais et Pascal Ebel a vraiment aussi montré les différents types de générations et la manière dont elles consomment, mais plutôt avec des chiffres, donc moins une interprétation, je dirais, et elle ne va pas mentionner peut-être les imaginaires, mais elle va parler des grandes tendances, hein, et avec son Trend Shaker qui va avoir sa version 2024 qui va bientôt sortir. Mais après, il y a besoin malgré tout d'un décryptage.
Je vais vous dire, Mariette, je vais vous dire comment je pratique moi, je fais ça depuis 30 ans. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, je le dis parce que c'est plus une conviction, c'est une idéologie chez moi. C'est que moi, je fais partie de la brigade anti-chiffres. Donc, si tu veux, que je ne veux pas savoir combien de pourcentage de Français pensent ceci ou tant de pourcentage. Enfin, pourquoi? Tout simplement, c'est pour ça que c'est idéologique. Parce qu'en fait, pour moi, déjà, interroger les gens, c'est déjà interroger le passé. C'est-à-dire, c'est des photographies. Moi, je préfère être dans une cinématographie, c'est-à-dire dans du mouvement. Et en fait, parce que je pars du principe que les gens savent à peine ce qu'ils font et ils savent même pas ce qu'ils attendent, surtout pas ce qu'ils attendent. Donc, ce qui est intéressant, c'est alors, les intellectuels appellent ça des signaux faibles. Moi, j'aime pas trop le mot, je trouve ça un peu pompeux. Moi, j'appelle ça des micro-faits. Et je vais vous dire deux choses. La première, c'est que moi, mes observations, je les fais partout, sauf dans la presse économique, partout, sauf dans la presse de la communication. Je lis depuis 30 ans Elle. Je fais souvent cette démonstration, je la fais devant des élèves, je la fais dans les entreprises. Je prends un numéro de Elle, je trouve dans chaque numéro de Elle au moins deux articles, deux choses, deux produits, deux articles de je sais pas quoi, qui révèlent quelque chose de l'air du temps. Autrement dit, l'air du temps, il n'est pas qu'au-dessus du caddie. C'est pas un nuage qui est bloqué sur les supermarchés. Il est partout. Je vais au cinéma, je vais voir l'amour ouf. Je ne vais pas dire oui, c'est nul, c'est pas bien, etc. C'est un mauvais acteur, le louche, on en a marre. Non, je me dis comment les jeunes vivent les émotions. Parce que moi, je n'ai pas ressenti d'émotion et j'ai vu que les jeunes, parce que c'est un film qui cartonne au prix des 15-24 ans, donc c'est hyper intéressant de se dire, quand on a 15-24 ans, c'est quoi une émotion? Ce n'est pas une émotion de quelqu'un qui a plus de 50 ans. Une émotion pour un jeune, c'est des images, c'est une approche clipesque de la vie, c'est des couleurs, j'utilise un mot que j'utilise beaucoup les jeunes, c'est la générosité. Et moi, je passe toute la journée je vais beaucoup au cinéma, je vais beaucoup dans les magasins, donc j'ai en apparence une vie de rêve. Mais en fait, chaque fois que je fais quelque chose, je prends des notes. J'ai un document qui s'appelle l'auberge, dans lequel je note tout. Et quand j'entends générosité, quand j'entends émotion, je écris 2 lignes sur l'amour ouf. Et moi, si j'étais vous, Mariette, si j'étais chez Seb, je proposerais, j'inventerais, je mettrais en place un observatoire des imaginaires. Et comment il est, cet observatoire des imaginaires? C'est extrêmement simple, surtout pas avec les départements études que vous devez avoir avec une dame ou un monsieur qui maîtrise les chiffres depuis 30 ans. Un observatoire de l'imaginaire, chez vous, ça serait quoi? Eh bien, vous faites, ce que je l'ai fait dans les entreprises, vous faites un rendez-vous mensuel avec les gens du marketing, mais pas que, et vous leur demandez d'apporter des observations personnelles sur ce qu'ils considèrent être révélateur de l'ère du temps. Ensuite, vous prenez ça, vous demandez à un expert que je peux être, mais c'est pas pour me vendre, mais après vous analysez, etc. Vous commencez à créer des observations. C'est tout bête. Vous dites, tiens, moi je me souviens, il y a 20 ans, quand je bossais dans une boîte d'études un peu pointue, il y avait une femme qui est arrivée et disait, oh là là, je suis allé chez McDo, il y a des enfants qui fêtaient leur anniversaire. Alors, nous, on s'était précipité dessus en disant, quoi, des anniversaires chez McDo, c'est un truc nouveau. Et en fait, il faut vraiment ouvrir les yeux, aller au cinéma, aller voir des expos et se demander, non pas, on peut aller au cinéma pour le plaisir, parce que quelqu'un semblait préoccupé par le plaisir, et moi aussi je le suis, mais plutôt de se dire, qu'est-ce qu'un succès de cinéma raconte? Qu'est-ce que la Renault 5 électrique nous dit sur la nostalgie? Pourquoi la vraie nouveauté du mondial de l'auto, alors qu'on est en 2024, c'est la Renault 5 électrique. Donc moi, si vous êtes linké avec moi, eh bien tous les lundis, je produis un billet qui s'appelle le billet du lundi. Je le fais pour une agence qui m'a autorisé à le publier parce que j'en fais d'autres. Et en fait, pour moi, la nostalgie, c'est pas une tendance, ça raconte des choses. Quand je parlais tout à l'heure de l'intergénérationnel, quand je vois 3 personnes, le grand-père, le père et le fils, qui sont tous les trois habillés en kawaii, eh bien, je me dis, tiens, voilà la nostalgie. Quand je vois que la comédie musicale de Michel Berger, elle cartonne, tiens, l'intergénérationnel, il est partout. Mais en fait, il faut oublier les chiffres et oublier les pages saumon et ouvrir les magazines, etc., ou aller voir, ou même dans des magasins, pour aller repérer du signal faible, que moi j'appelle des micro-faits. Et pour finir, il y avait en effet les observatoires sont très intéressants. Super, surtout quand ils sont J'ai entendu parler de l'observatoire des cuisines populaires. Voilà. Auquel tu as participé. Génial. Et souvent aussi avoir des croisements d'expertise, parce que aussi dans ce que vous faites chez Cell, je pense que les aspects nutritionnels sont loin d'être suffisamment mis en valeur. Ouais, et puis on a d'énormes atouts là-dessus. Et puis il faut vraiment vous connaître pour le savoir. Donc vous êtes particulièrement. Alors on a mis le Nutri-Score sur nos applications de recettes. Sur les applis Molinex et Tefal, il y a les Nutri-Score et ils sont très bons en fait. Alors que c'est de la cuisine tout à fait normale, hein, mais ils sont relativement bons. C'est la saucisse de Morteau avec les lentilles qu'on a vu tout à l'heure.
Et vous voyez, par exemple, l'air fryer, moi, j'étais fasciné par la vitesse à laquelle l'air fryer et c'est fou. diffusé. Moi, je fréquente beaucoup des enseignes populaires type Action. Et ben, quand j'étais il y a 3 mois chez Action à Avenue de Flandre, il y avait des têtes de gondole pleines de air fryer chez Action, hein, donc c'était pas les vôtres. Et en fait, ce qui me frappe, c'est le succès du air fryer, alors que pour moi, il y a eu très très peu de communication. Donc, je pense que tout est passé par les réseaux, etc. Instagram. Et donc, Instagram est bourré d'air fryer. Je ne me souviens pas d'avoir vu des pubs à la télé, etc. Alors que quand il y a eu, peut-être c'était vous qui l'avez proposé, un système pour faire des frites avec une seule goutte d'huile, je crois, à l'époque. Voilà, et donc c'était il y a quelques années, et là il y avait eu tout un image, beaucoup de com, etc. Donc on voyait bien la goutte d'huile qui tournait, comme aux 24 heures du Mans. Mais l'air fryer, ça s'est diffusé à une vitesse folle. Vous voyez, donc là, l'imaginaire du air fryer, c'est génial parce que air, tout est. Vous voyez, on a des MacBook Tout est Air, dans le mot air, ouais. Air. L'air, c'est l'impalpable, c'est l'hyper léger, c'est l'invisible, c'est la modernité. Et c'est aussi la manière dont ils ont réussi à Ah bah. communiquer de manière horizontale. Oui, tout à fait. Votre père. Merci beaucoup. Merci pour me. Merci à tous d'être restés aussi longtemps. N'hésitez pas à prendre, non, parce que là, on va explose. Il y a certainement encore beaucoup de questions, mais il faut qu'on vous libère. N'hésitez pas pour évidemment soit prendre contact avec Patrice, soit au travers de nous, ou en suivant déjà en effet son billet du lundi, et il est joignable par LinkedIn. Et puis évidemment, si vous avez envie que nous parlions un peu plus des méthodes que Isabelle a présentées dans tous vos domaines, avec grand plaisir pour vous accompagner sur ces sujets. Et on vous souhaite une très très bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, belle journée, parce que bonne, c'est peu suffisant. Allez, Au revoir. tu as raison, l'esthétique. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Non, parce que